Ah, enfin un film qui date de la belle époque des années 90. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, depuis le bossu de Notre-Dame, depuis 3 ans en fait quand même. J'ai vécu mon enfance pendant cette période, donc il est évident que les films qui m'ont plus marqué sont ceux de cette époque. Elles sont tellement de bonne qualité que j'aurais aimé les caser toutes dans mon top 25, mais j'étais conscient que c'était impossible, qu'il fallait faire des choix. Il y a 4 Disney des années 90 qui sont concernés par ces choix. Et vous savez quoi? Ils sont tous dans cette deuxième saison du calendrier de Pleskine. Donc sans plus tarder, passons par le premier que j'ai envie de critiquer, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, ou dans sa version originale Beauty and the Beast, est un film sorti au cinéma en 1991, réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Et si vous suivez bien, oui, ce sont les mêmes qui ont réalisé Atlantide. L'histoire se passe en France au XVIIIe siècle. Belle est une jeune femme passionnée de littérature, au plus grand désarroi des habitants du village dans lequel elle vit. Ce qui n'empêche pas Gaston, un homme macho et égocentrique, de la draguer lourdement. Alors que son père doit se rendre dans la ville voisine pour présenter son invention, il se perd dans les bois et va se retrouver dans un château enchanté où tous les résidents sont transformés en mobilier et le maître du château en une effroyable bête qui l'emprisonne dans ses cachots. Belle, inquiète pour son père disparu, va à son tour trouver le château et rencontrer la bête. Elle fait un marché avec lui, souhaitant libérer son père en échange de sa captivité. La bête va donc en profiter pour essayer de séduire Belle, rompre le charme qui le hante depuis des années et redevenir humain. Malgré le fait qu'on soit dans un film de princesse, j'appréciais de regarder La Belle et la Bête étant petit. Il a une atmosphère qui ne me déplaisait pas. Contrairement aux autres films de ce genre, il est plus sombre, plus mystérieux et plus féerique. Rien que le début qui raconte l'histoire de la transformation de la bête à travers des vitraux, je le trouve génial. Depuis longtemps, Disney a laissé tomber les introductions classiques avec un livre qui s'ouvre au ralenti. Mais ici, le studio a su se réinventer pour raconter, de façon originale, le contexte de l'histoire. La façon dont les vitraux s'enchaînent donne l'impression qu'eux aussi sont enchantés et vivants. Avec une belle musique qui plus est, composée par Alan Menken encore une fois. Je parlais de cette ambiance sombre tout à l'heure, présente dans les 3/4 du film. La forêt, l'intérieur du château avec les sculptures aux allures de monstres, la fameuse aile ouest, l'attaque des villageois au château, le combat entre la bête et Gaston, tout a une ambiance gothique, limite dans le film d'épouvante. Le traitement des personnages est aussi un point très particulier. Belle est une des héroïnes auxquelles les petites filles peuvent s'y identifier. Elle adore la littérature, au point de lire le même livre 3 fois, elle ne juge pas les gens à la va-vite, et le plus important, elle se fout royalement du jugement des autres. Les villageois la trouvent étrange car elle est très différente des autres. Elle est solitaire, rêveuse, un vrai rat de bibliothèque. Ce n'est pas une femme ordinaire, mais ça, Belle, ça lui passe au-dessus. Elle vit sa vie comme elle entend, et c'est ça qui me plaît chez elle. J'aime aussi la bête, mais pour d'autres raisons que le caractère du personnage. C'est juste une personne aigrie et colérique qui ne sait pas se comporter correctement face aux autres, ni même avec ses sujets. Et qui, au fur et à mesure, il va essayer d'être plus aimable et communicatif. Une évolution de personnage somme toute basique. Mais ce que j'aime chez lui, c'est son design. On a un monstre grand et massif avec un visage presque diabolique. Même sa façon de se déplacer révèle son caractère mi-homme, mi-bête. Tantôt il marche comme une créature bipède, tantôt il marche à 4 pattes comme un prédateur prêt à attaquer sa proie. On a du bon chara-design. Et de deux, c'est sa voix française doublée par Emmanuel Jacomy, qui a fait notamment la voix de Phébus, Tarzan, Monsieur Ray, le capitaine McCrae, Batman et James Bond. Non, les 2 derniers personnages n'ont aucun rapport avec les Disney, mais j'avais quand même envie de le préciser. D'ailleurs, Emmanuel Jacomy est presque méconnaissable dans La Belle et la Bête. Sa voix a été volontairement modifiée en post-prod pour qu'il ait une voix beaucoup plus grave et bestiale. Lorsqu'il se met en colère, des rugissements s'ajoutent en plus de sa voix rauque, et ça donne un bel effet sonore. Vous réalisez ce que vous auriez pu faire? Non! Sortez! Sortez! Et puis il y a Gaston. Un personnage qui se complète avec celui de la bête sans qu'on le voie directement. En effet, au tout départ, le film nous fait croire que la bête est le méchant de l'histoire. C'est un tyran qui séquestre une jeune fille tout de même. Alors que Gaston, bien qu'il soit détestable, est plus un personnage comique avec son comportement égocentrique poussé jusqu'à l'extrême. Mais plus la bête va s'adoucir et être plus respectueux envers Belle, plus Gaston va être manipulateur et complotiste. Et à la fin, il va jusqu'à vouloir tuer la bête, alors que celui-ci l'a épargné.
En fait, Gaston est ce qu'était la Bête avant de rencontrer Belle, un être narcissique, odieux et plein de préjugés. Le combat final entre Gaston et la Bête est tout à fait symbolique. La Bête se bat contre la personne qu'il a été avant d'avoir rencontré Belle. Bref, même Gaston est un bon personnage. Il est la représentation de ce qu'était la Bête avant de devenir une bête. Faut qu'on lui donne un nom à ce personnage un jour. Et enfin, la dernière chose mémorable du film, ce sont les chansons. Histoire éternelle est la chanson que tout le monde retient forcément. Beaucoup de célébrités l'ont chantée. Peabo Bryson et Céline Dion pour les États-Unis, et Charles Aznavour, que ton âme repose en paix bro, et Liane Folly en France. Et aussi Patrick Fiori et Julie Zenati pour la seconde version française. On est comme ça en France, on aime bien remplacer les voix qui ne sont pas à la mode. C'est la fête est aussi une chanson mémorable, plus graphiquement que musicalement, avec ses animations festives et pleines de vie. Mais ma préférée, ça reste Tuons la Bête. C'est à ce moment-là que Gaston endosse complètement le rôle de méchant, et les paroles sont saisissantes, prouvant que Gaston sait bien choisir ses mots, et bien loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air. Dans la pluie, dans le vent, dans la fièvre et le vacarme se prépare une terrible chevauchée. Aux frontières du mystère, au château de l'impossible, vit le diable dans son horrible tanière. Un butor sanguinaire au croc d'acier, monstre fou qui se joue de la mort. Ombre rouge, bête infâme, tu y perdras ton âme dans la rage du carnage. Tuons la bête! La seule chanson que je n'aime pas, c'est la chanson de la version longue de 2002, Humain à nouveau. Je la trouve de trop, justement. Et en plus chantée par d'autres comédiens que ceux d'origine, donc avec un décalage dans les voix en plus de ça. En conclusion, La Belle et la Bête est loin d'être un film de princesse ordinaire, malgré les apparences. On a de très bons personnages, certes je n'ai pas pris le temps de parler de Lumière et Big Ben, qui forment un bon duo avec des voix qu'on n'a pas énormément entendues par la suite car ils font souvent des seconds rôles. Mais j'ai le devoir de nommer leur possesseur. Daniel Beretta pour Lumière. Je m'interrogeais sur le fait que vous pourriez lui offrir peut-être une chambre plus agréable. Il y a le pour et il y a le contre. Et Georges Bortemieux pour Big Ben, que ton âme repose en paix, bro. Avertissez le maître! Si ces manants veulent la bagarre, ils seront bien servis, qui même me suivent! L'ambiance du film est pour moi le principal atout, où Disney s'est donné à cœur joie pour faire des scènes sombres et angoissantes. Et la musique est une des meilleures qu'a composé Alan Menken. La Belle et la Bête, comme pour beaucoup de Disney des années 90, mérite son titre de chef-d'œuvre.